ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Palanque de la Brouille, qui est donc directrice du service de physique du Berkeley Labs, porte-parole de l'expérience DESY, dont elle va nous parler à propos de l'énergie noire et des résultats récents qui remettent en question le modèle standard cosmologique, et que je voudrais profiter de l'occasion pour remercier à nouveau parce qu'elle a joué un rôle important en faisant la relecture attentive de toute la partie cosmologie du livre collectif que nous venons d'éditer, qui vient de sortir. Que je lis avec beaucoup de plaisir, de fait. Donc. Et ça a été une aide très précieuse pour éditer ce livre. Voilà. Donc, on va écouter Nathalie et je lui laisse la parole. Merci Hervé, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici ce soir. Et en effet, je vais vous parler d'énergie noire et de résultats récents qui remettent en cause le modèle standard cosmologique qui était de rigueur jusqu'à récemment. Donc, de quoi s'agit-il ? Les premiers résultats dont je parle ont été publiés en avril 2024. Ce sont des résultats qui ont de suite éveillé l'intérêt des médias, de la communauté scientifique, et à commencer par le célèbre journal américain The New York Times, qui a publié cette une en indiquant qu'un indice intrigant suggérait que les astronomes avaient tout faux concernant l'énergie noire. Et le New York Times est loin d'être le seul magazine à s'être emparé de cette nouvelle, comme on le voit juste avec quelques extraits ici. Les médias dans le monde entier ont affiché des résultats sur un changement concernant l'énergie noire. À peine un an plus tard, en mars 2025, la collaboration DESY publie une deuxième vague de résultats et de nouveau ces résultats viennent ébranler la communauté scientifique et c'est au tour du monde cette fois-ci de s'emparer de la nouvelle et de faire sa une avec cette nouvelle carte du cosmos qui bouscule les théories. Et de nouveau, c'est un raz-de-marée dans la presse internationale. Il y a eu plus de 650 articles de presse dans plus d'une trentaine de langues différentes, donc vraiment une grande couverture médiatique dans le monde entier. Et très intéressant également, non seulement ça a fait la une des médias, mais c'est surtout l'intérêt dans la communauté scientifique qui a été également très important. Et on voit aujourd'hui qu'à la fois les résultats de 2024 et ceux de 2025 sont les résultats les plus cités, c'est le numéro 1 des résultats les plus cités dans chacune des 2 années en physique des hautes énergies. Donc tout ce qui est cosmologie, physique des hautes énergies, etc. Donc de quoi s'agit-il ? Je vais vous le présenter avec ces 3 chapitres. Tout d'abord, on va revoir brièvement l'historique de l'univers en expansion, donc le modèle standard du Big Bang. Ensuite, dans une deuxième partie, je vais couvrir cette cartographie tridimensionnelle du cosmos qui permet d'étudier l'énergie noire. Donc on va voir comment on peut étudier l'énergie noire à partir de cette cartographie des galaxies et donc de la matière dans l'univers. Et enfin, dans une dernière partie, je présenterai ces nouveaux résultats et en quoi ils bouleversent le modèle standard de la cosmologie. Donc cette histoire commence dans les années 1920. C'est là que l'on a la première idée d'un univers non statique. D'une part, sur le plan expérimental, on a les travaux de Edwin Hubble qui observe des galaxies et se rend compte que toutes les galaxies qu'il observe semblent s'éloigner de l'observateur et avec une loi qui est aujourd'hui connue comme la loi de Hubble ou la loi de Hubble-Lemaître qui montre qu'elles semblent s'éloigner avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Conjointement à ces résultats expérimentaux, on a des développements théoriques à peu près à la même époque. D'une part par Alexander Friedman, un astronaute théoricien russe, qui en 1922 montrait déjà que les équations d'Einstein pouvaient être interprétées dans un cadre d'univers non statique. Et de façon indépendante, le chanoine belge Georges Lemaître, en 1927, avait également développé un modèle précurseur du Big Bang à partir de l'atome primitif, où également il avait un univers non statique en expansion. Donc clairement, avec l'ensemble de ces travaux, les résultats observationnels de Hubble ont été interprétés comme l'un des premiers piliers du modèle du Big Bang et interprétés comme une preuve de l'expansion de l'univers. Donc ce type de données repose sur 2 mesures, la vitesse d'une part et la distance des galaxies d'autre part. La vitesse est obtenue par spectroscopie.
puisque si l'on observe en fait, en raison de cette expansion de l'univers, si l'on observe le spectre d'une galaxie proche et le spectre de la même galaxie à plus grande distance, on peut observer un décalage vers le rouge des raies en émission ou en absorption qui sont présentes dans cette galaxie. Et donc c'est ainsi qu'on mesure le redshift, donc le décalage vers le rouge, qui est cet indicateur de vitesse. D'autre part, il nous faut mesurer la distance des galaxies et pour ce faire, on le fait par photométrie en utilisant des sources de luminosité intrinsèque connues. Et donc si on connaît la luminosité intrinsèque, par la simple loi en 1 sur D2, on en déduit en observant la luminosité que l'on perçoit, la distance on mesure la distance de ces galaxies. Et donc en cosmologie, on utilise plusieurs types de traceurs pour avoir cette notion de luminosité intrinsèque connue. Pour les objets les plus proches, on utilise des céphéides, qui sont des étoiles pulsantes, et où on a pu montrer qu'il existait une relation entre la période de pulsation et la luminosité intrinsèque de ces étoiles. Donc on connaît, ainsi on peut calibrer par l'intermédiaire de la période la luminosité intrinsèque. Pour des objets plus distants, on ne peut pas se contenter d'étoiles. On est obligé de faire appel à des objets beaucoup plus lumineux et il s'agit de supernovae typiquement qui sont des explosions stellaires et qui se produisent toujours dans un même contexte. Ce sont des naines blanches qui dont la pression de dégénérescence compense l'attraction gravitationnelle et qui reste en équilibre jusqu'à une certaine masse. Et cette masse est une masse aujourd'hui bien déterminée de 1,5 fois la masse du Soleil. Et au-delà de cette masse, la naine blanche ne peut plus soutenir la pression gravitationnelle et donne naissance à une explosion thermonucléaire qu'on appelle ces supernovas de type 1A. Et justement, c'est en utilisant des supernovae que deux groupes de chercheurs, l'un mené par Sol Perlmutter et l'autre par Adam Riess et Brian Schmidt, ont cherché à étudier l'évolution de l'expansion de l'univers à travers les différentes époques. L'idée étant que si l'univers est uniquement constitué de matière, de façon assez intuitive, on comprend que la matière n'agissant gravitationnellement que de façon attractive, la gravité n'étant qu'attractive, on s'attendait à ce que l'expansion de l'univers soit ralentie par l'impact de la gravité. Et donc ils ont cherché à mesurer ce ralentissement de l'expansion de l'univers en se basant sur des observations de supernovae. Ce qu'ils s'attendaient à observer, c'est une courbe comparable à la courbe que je montre ici en pointillé. Donc ici, c'est de nouveau un diagramme de Hubble, mais avec la distance exprimée en termes de magnitude. Donc c'est l'inverse c'est la notion qui est utilisée en astronomie typiquement pour mesurer des distances. Plus la magnitude est grande, plus l'objet est éloigné. Et ici, la vitesse est exprimée en termes de redshift, qui est donc la mesure qui peut être faite par spectroscopie. Et ce que l'on voit, c'est que toutes les supernovae qu'ils ont observées, au lieu de suivre la courbe qui était attendue pour un univers en expansion décélérée, au contraire, semblent plus faibles pour un redshift donné. Donc ça veut dire plus lointaine pour un redshift donné que ce qui était prédit. Et ça veut dire que l'expansion, au lieu de ralentir, au contraire, accélère dans les époques plus récentes. Et donc, comme je disais, comme la gravité ne pouvait que ralentir l'expansion, une accélération de l'expansion de l'univers n'était absolument pas compatible avec notre compréhension de la physique et de la composition de l'univers. Et donc, pour pouvoir expliquer cette accélération d'expansion de l'univers, il a fallu faire appel à une nouvelle composante, et c'est là qu'on commence à parler d'énergie noire. Donc, cette composante était non prévue dans le modèle le plus simple, mais pourtant aujourd'hui, elle a permis, avec notre compréhension complète de ce que l'on a pu observer, depuis une bonne vingtaine d'années, on avait construit ce qu'on appelle un modèle standard de la cosmologie, également appelé régulièrement lambda CDM. Donc lambda, c'est ce qui représente la partie énergie noire sous la forme d'une constante cosmologique, et CDM, ça signifie Cold Dark Matter, donc c'est la partie matière noire de l'univers, dont le modèle le plus simple est en termes de matière noire froide. Et on a ici une frise historique de l'histoire de l'univers qui s'exprime de façon très simple et qui intègre tous les éléments de ce modèle standard de la cosmologie, donc qui démarre avec une époque encore non démontrée, mais une époque hypothétique d'expansion inflationnaire de l'univers, donc cette époque d'inflation qui dure une fraction de seconde.
Ensuite, s'ensuit une expansion à un rythme beaucoup plus naturel. Donc le plasma primordial, qui est extrêmement dense et chaud dans les premiers instants, refroidit sous l'effet de l'expansion de l'univers. Tant et si bien qu'au bout de 380 000 ans, le plasma a suffisamment refroidi pour que les premiers atomes neutres puissent se former. Et à partir de là, on a un découplage entre la matière et le rayonnement, et c'est ce qui donne naissance à ce qu'on appelle la première lumière de l'univers, puisque l'univers étant constitué de matière neutre, la lumière peut se propager librement. De fait, les photons n'interagissent quasiment plus entre cette époque et aujourd'hui. C'est une cartographie que l'on peut observer avec des données comme celles qui ont été obtenues par le satellite Planck, le satellite européen Planck en particulier. On voit ici une carte de la distribution des photons émis lorsque l'univers avait 380 000 ans et qui peut être, dont le spectre ici peut être interprété parfaitement avec les 6 paramètres du modèle lambda CDM. Donc c'était vraiment une démonstration magnifique de la validité du modèle cosmologique que l'on avait mis en place. L'expansion se poursuit, la matière commence à s'agglomérer, forme les premières étoiles, les premières galaxies, les filaments du réseau de la toile cosmique, et avec, dans les époques les plus récentes, l'accélération de l'expansion de l'univers telle qu'elle avait été démontrée par les 2 groupes qui s'étaient intéressés aux supernovae de type A. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de notre univers sous la forme d'un modèle assez simple et qui a prévalu pendant une vingtaine d'années. Ce modèle très simple repose cependant sur 2 composantes majeures dont on ignore essentiellement tout. 27% de l'univers est sous une forme de matière noire, donc cette fameuse matière noire froide dont je parlais, mais dont on ne connaît pas la nature aujourd'hui, même si on la cherche de façon très intense auprès des accélérateurs de particules et d'un grand nombre d'expériences sur Terre pour tenter de comprendre la nature de cette matière noire. Mais peut-être plus intriguant encore, près de 70% de l'univers est sous cette forme d'énergie noire qui est indispensable pour expliquer cette accélération de l'expansion que l'on a observée aujourd'hui. Et la matière noire, quant à elle, est également indispensable, on la met en évidence pour pouvoir fabriquer des galaxies dans un temps raisonnable, qui est le temps de l'âge de notre univers, qui est également nécessaire pour expliquer les courbes de rotation des galaxies spirales, qui sont plates, alors que la physique newtonienne voudrait exiger que des étoiles en périphérie des galaxies tournent autour de ces galaxies à une vitesse plus lente que des étoiles plus proches du cœur galactique. Donc ces courbes de rotation nécessitent également de la présence de matière noire dans les galaxies. La matière noire est également nécessaire pour expliquer l'ensemble des grands arcs gravitationnels que l'on observe aujourd'hui et dont la distribution et l'intensité nécessitent également de la présence de matière noire. Donc un modèle qui marche très bien, mais qui repose sur 2 composantes qu'on ne connaît pas. Et donc ce soir, la composante à laquelle je vais m'intéresser, c'est la plus conséquente, c'est cette énergie noire. Donc comment peut-on expliquer une expansion accélérée? Donc on a ici les équations de champ d'Einstein, l'équation de champ d'Einstein, si on prend en compte l'ensemble des paramètres, qui a d'une part sur la partie gauche le terme géométrique, sur la partie droite le terme matière-énergie. Donc pour expliquer l'expansion de l'univers, on peut s'attaquer à la géométrie et introduire la fameuse constante cosmologique lambda, comme je le mentionnais au début. Donc ça, c'est le terme lambda, et c'est la façon d'expliquer aujourd'hui la plus simple, l'accélération de l'expansion de l'univers. Mais ce n'est pas la seule façon de provoquer cette accélération. On peut également s'attaquer au terme de droite, donc au terme contenu de l'univers, en ajoutant un nouveau fluide, donc une énergie noire, qui peut être caractérisée par son équation d'état, donc une relation qui lie la pression de cette nouvelle composante à sa densité. Pour donner un exemple d'équation d'état, pour la matière qui n'a pas de pression, on aurait l'équation toute simple, W égale 0. Pour du rayonnement, on aurait une équation également toute simple, W égale 1 tiers. Pour l'énergie noire, il faut que W soit suffisamment négatif pour pouvoir agir en accélérant l'expansion telle qu'on l'a observée. Et de façon intéressante, on peut exprimer une constante cosmologique comme un nouveau fluide dont l'équation d'état serait W égale moins 1, c'est-à-dire un fluide dont la pression serait rigoureusement égale à l'opposé de la densité.
Enfin, une dernière interprétation possible, c'est non pas de chercher à rajouter l'énergie noire dans un des deux termes des équations d'Einstein, mais de se dire que la relativité générale n'est pas non plus une interprétation complète des lois de la physique et qu'il faut aller modifier ces lois de la relativité pour introduire un terme nouveau ou des modifications qui permettent également à leur tour d'exprimer cette accélération de l'expansion de l'univers. Donc voyons maintenant comment on peut répondre à cette question, comment l'univers a-t-il une expansion accélérée à travers une cartographie tridimensionnelle de la matière. Et donc on a vu qu'il y avait une première approche qui était celle des supernovae qui nous ont permis de découvrir que l'univers était en accélération, enfin l'expansion était en accélération, mais c'est toujours intéressant dans toutes les recherches d'avoir plusieurs approches complémentaires parce qu'on peut se dire qu'elles vont être sensibles à des paramètres différents ou à des approches différentes, et de fait on s'est rapidement rendu compte que la cartographie de la matière dans l'univers était une approche très prometteuse et qui permettait d'avoir des résultats très intéressants. Alors pourquoi ? Le phénomène en question est fréquemment appelé par son acronyme anglais BAO, qui signifie Baryon Acoustic Oscillations, donc des oscillations baryoniques acoustiques. Donc les baryons, c'est la composante de la matière, et acoustique, donc on voit qu'on va faire appel à des ondes sonores. Et donc que se passe-t-il ? Dans l'univers primordial, on a dans ce plasma primordial, on peut avoir des fluctuations de densité qui vont évoluer sous l'effet des ondes de pression dans ce plasma primordial et les ondes vont pouvoir se propager tant que le plasma existe. On a vu qu'à 380 000 ans, l'univers devient formé d'atomes neutres. Il est optiquement fin, il n'y a plus de plasma. Donc ces ondes qui ont pu se propager pendant 380 000 ans vont être subitement figées. Elles ne vont plus se propager puisque les photons vont être libres, découplés de la matière. Donc la matière va se retrouver dans ce pic initial de densité pour la matière noire froide qui n'a pas suivi les photons, mais les photons qui étaient couplés avec la matière baryonique, donc les baryons vont se retrouver dans cet anneau de matière qui s'est propagé avec l'onde de son. Et donc à 380 000 ans, on se retrouve avec des sphères de surdensité autour de chacune des surdensités initiales. On peut connaître rigoureusement le rayon de ces sphères puisqu'il ne dépendent que de la vitesse du son dans ce plasma, donc au premier ordre c'est sur racine de 3, et de la durée d'existence de ce plasma, donc la durée de propagation des ondes, 380 000 ans. Donc à l'époque à 380 000 ans après le Big Bang, la taille de ces ondes de son donne une échelle privilégiée de 150 kg par sec, donc c'est en gros 450 000 années-lumière. Mais sous l'effet de l'expansion de l'univers, depuis cette époque-là, les sphères de surdensité ont gagné un facteur 1000, et donc aujourd'hui, on doit retrouver ces surdensités privilégiées avec une dimension de l'ordre de 450 millions d'années-lumière. Ça, ce sont des surdensités de matière, mais les galaxies vont se former plus préférentiellement là où il y a un excès de matière dans l'univers primordial. Donc on espère retrouver dans la cartographie tridimensionnelle des galaxies cette même échelle caractéristique de 450 millions d'années-lumière. On devrait voir des sphères isolées s'il n'y avait qu'une seule surdensité dans l'univers primordial. Évidemment, compte tenu de toutes ces graines de surdensité, on a un fouillis de sphères, et donc ce ne sera que de façon statistique qu'on va pouvoir reconstruire l'information. On ne voit pas, en regardant la distribution des galaxies dans l'univers, ces sphères correspondant à l'empreinte de ce signal d'oscillation baryonique acoustique. Et de fait, voici ici une tranche d'univers. Chacun des petits points sur cette carte, c'est une galaxie différente. La couleur, c'est juste pour donner une petite impression de profondeur, mais c'est vraiment une tranche d'univers. Ce sont les premières données de l'expérience DESI. On voit même d'ailleurs le fait que ce ne sont pas encore des données complètes. On voit encore des zones un peu plus sombres qui sont là où on n'a pas encore observé suffisamment, et donc on a encore des trous dans notre carte tridimensionnelle. Et je donne de façon approximative ici la taille approximative de cette échelle BAO telle qu'on la verrait dans la distribution des galaxies aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, l'information n'est pas visible à l'œil nu. On ne peut la reproduire, ne la retrouver que de façon statistique. Et donc, l'approche que l'on utilise, c'est une fonction d'autocorrélation, ce qui revient essentiellement à un histogramme de la distribution des probabilités de trouver deux galaxies séparées d'une distance donnée. Donc, en abscisse, vous avez la distance de séparation des galaxies.
en ordonnée la fonction d'autocorrélation, donc autrement dit la probabilité. Et donc ce que l'on voit, c'est que, bon, certes, plus les distances sont courtes, plus on va avoir une probabilité juste par la toile cosmique de trouver des galaxies élevées, proches l'une de l'autre. Mais ensuite, cette probabilité décroît, sauf à l'échelle de 100 mégaparsecs par H. Donc là, en fait, c'est la fameuse distance dont je parlais de 450 millions d'années-lumière, où on a un excès de probabilité qui est la signature de cette empreinte cosmique que je viens de décrire. L'intérêt de la distribution des galaxies, c'est que c'est une information à 3 dimensions. Donc autant on a déjà beaucoup d'informations dans la carte de Planck que je montrais au tout début, mais c'est une information bidimensionnelle, à 2 dimensions uniquement, alors que là on a une information à 3 dimensions dans la cartographie des galaxies. Et donc on peut chercher à mesurer même séparément l'information perpendiculairement à la ligne de visée, en mesurant l'angle sous lequel on voit cette échelle caractéristique, ou le long de la ligne de visée, auquel cas ce que l'on mesure, c'est une distance dans l'espace des redshifts, donc dans l'espace des vitesses. Mais les 2 paramètres cosmologiques, angular diameter distance, distance angulaire, ou facteur de Hubble, individuellement encodent l'histoire de l'expansion de l'univers. Et donc c'est là que DESI entre en scène. Donc DESI, c'est une expérience, ça signifie Dark Energy Spectroscopic Instrument, donc instrument spectroscopique pour l'énergie noire, et utilise un télescope que l'on voit ici en fond, c'est le grand télescope sur cette carte qui est à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. Donc pour mesurer une cartographie à 3 dimensions, on commence par une photo à 2 dimensions de l'univers. Donc voici par exemple une des zones du ciel. C'est un premier relevé, un premier sondage, un premier relevé du ciel qui va constituer à la cartographie de toutes les galaxies que l'on voit. Et ensuite, dans cette cartographie, dans cette cartographie à 2 dimensions, on va sélectionner un jeu de galaxies pour lesquelles on va aller faire la spectroscopie. Mais la spectroscopie va se faire individuellement sur des galaxies que l'on a présélectionnées dans cette carte à 2 dimensions. Et donc là, j'ai mis en couleur différentes catégories de galaxies que l'on espère être à différentes époques dans l'histoire de l'univers. Et donc ce que l'on va reconstruire ensuite, c'est avec l'information précise par la spectroscopie de la distance de toutes ces galaxies, on va reconstruire une carte à 3 dimensions de la distribution des galaxies et donc indirectement de la matière dans l'univers. Avec l'expérience DESI, on a sélectionné des galaxies de plusieurs catégories différentes pour aller couvrir justement de façon continue l'ensemble de l'univers sur à peu près 12 milliards d'années. Donc sachant que l'âge de l'univers c'est 13,7 milliards d'années, donc on a vraiment quasiment la cartographie de toute l'histoire de l'univers, avec des galaxies très brillantes pour les régions les plus proches, si brillantes qu'on peut même les observer quand la Lune est levée, donc c'est vraiment des galaxies très lumineuses. Ensuite, des galaxies très vieilles, rouges, qui se trouvent souvent au cœur des amas de galaxies. Puis plus on s'éloigne, plus on va aller chercher des galaxies qui ont des particularités qui nous permettent de les voir, même si elles sont intrinsèquement plus faibles. Mais par exemple ici, des galaxies très jeunes qui ont des raies d'émission très intenses, et donc ils vont nous permettre de les repérer. Et dans l'univers les plus lointains, on utilise des quasars, qui sont des galaxies qui en leur cœur ont un trou noir supermassif qui, en accrétant la matière de la galaxie, va chauffer cette matière et émettre un rayonnement très intense. Et donc ce sont les objets les plus lumineux que l'on peut voir dans l'univers et que l'on peut donc voir à de très très grandes distances. Mais les quasars cependant sont très très peu nombreux. Donc rien qu'avec les quasars, on peut avoir une cartographie assez précise à une dizaine de milliards d'années-lumière, mais au-delà, il n'y en a juste plus assez. Mais ce que l'on fait, c'est qu'on utilise les quasars à ce moment-là comme des phares cosmiques. C'est-à-dire qu'on les utilise en arrière-plan, et la lumière qui nous provient des quasars va illuminer le milieu intergalactique. Et dans ce milieu intergalactique, il est essentiellement constitué d'hydrogène neutre. Et l'hydrogène va absorber la lumière du quasar en arrière-plan à la longueur d'onde caractéristique, essentiellement, enfin celle qui domine, c'est la transition Lyman-alpha, donc de l'état n égale 1 à l'état n égale 2. Et donc ce que l'on voit ici, je vais vous montrer cette petite animation, c'est le spectre d'un quasar si on l'avait en local. Ce pic ici, c'est le pic d'émission de Lyman-alpha, donc ça c'est le quasar lui-même qui a énormément d'hydrogène et qui va émettre intensément en Lyman-alpha.
Mais quand la lumière du quasar, alors je vais lancer l'animation, quand les photons, la lumière qui nous provient du quasar traverse le milieu intergalactique, cette lumière est elle-même absorbée par l'absorption, cette fois-ci en Lyman alpha, du milieu intergalactique. Mais comme ce milieu, l'univers est en expansion, ce milieu est plus proche de nous, donc l'absorption est moins décalée vers le rouge que l'émission du quasar. Et donc ça crée toute une forêt d'absorption ici, dont la densité d'absorption va dépendre de la densité d'hydrogène neutre dans ce milieu intergalactique, et la position en longueur d'onde nous donne la distance par rapport à nous. Donc l'information de cette forêt d'absorption nous permet de cartographier la matière dans ces filaments d'hydrogène neutre le long de la ligne de visée des quasars en arrière-plan. Donc ça, c'est une animation, et là vous avez un véritable spectre qui a été observé, où on voit bien le pic d'émission Lyman alpha du quasar, et ici cette absorption qui est liée à la forêt d'hydrogène le long de la ligne de visée. L'instrument lui-même est donc, comme je disais, situé dans le télescope qui s'appelle le Mayall à l'observatoire de Kitt Peak en Arizona. On a réutilisé un télescope ancien existant, constitué d'un miroir de 4 mètres de diamètre pour le miroir primaire, mais on a changé tout l'instrument au plan focal primaire de ce télescope pour y mettre l'instrument qui va nous permettre de faire la spectroscopie. Donc là, si on suit la trajectoire des photons, ils rebondissent sur le miroir de 4 mètres de diamètre, traversent ici les lentilles du correcteur qui vont focaliser les photons vers le joyau de l'instrument qui est ce plan focal constitué de 5000 fibres optiques, donc 5000 possibilités de capter la lumière d'une galaxie pour en mesurer le spectre, donc dans les spectrographes. Et là, ce que l'on voit, donc, c'est le plan focal où on a rétro-illuminé les fibres optiques pour justement pouvoir mesurer leur position sur le plan focal. Donc là, chacun des petits points bleus, c'est une des fibres optiques du plan focal, et c'est ce qui va nous permettre de mesurer les spectres de chacune des galaxies. Et donc là, vous voyez un zoom sur une toute petite région de ce plan focal où chacun des petits robots que l'on voit ici contient une fibre optique. Donc une fibre optique, le diamètre c'est 80 microns, donc ça moins que l'épaisseur d'un cheveu, et on arrive à positionner ces fibres optiques à 2 microns près. 5 microns près. Donc vraiment, on positionne des cheveux à une fraction de l'épaisseur de cheveux. Grâce à ces robots qui portent chacun une fibre optique. Et c'est une avancée absolument colossale par rapport aux expériences antérieures où on n'avait pas cette approche robotisée et on avait des grandes plaques d'aluminium qu'on était obligé de perforer préalablement à l'emplacement de chacune des galaxies des champs qu'on voulait observer, d'enquiller dans la journée les fibres optiques dans chacun de ces trous. Donc ça prenait des heures, il fallait avoir prévu les observations en avance. Donc c'était en fait des mois de préparation avant chaque observation. Là, en quelques minutes, on peut repositionner les 5000 robots sur un nouveau jeu de galaxies. Et de fait, on les repositionne pendant qu'on déplace le télescope vers un nouveau champ d'observation. Et je vous ai justement apporté un de ces petits robots que je vous ferai passer. Donc là, on voit les robots que je vous montre ici, et ils ont 2 axes de rotation pour pouvoir positionner chacune de ces fibres optiques à 2 dimensions. Je vous le ferai passer tout à l'heure. Ensuite, 40 mètres plus bas, les fibres optiques vont dans des spectrographes. Donc on a ainsi 10 spectrographes à 3 bandes de longueur d'onde de chacun pour faire la mesure du spectre des galaxies. Et la partie spectrographe, cryostat, etc., c'est vraiment la contribution française à l'expérience DESI. C'est le CEA qui a conçu et construit les cryostats et positionné chacun des CCD, donc nos détecteurs, à l'intérieur des cryostats. Et c'est l'Université Aix-Marseille qui a travaillé avec Winlight, une entreprise je ne sais plus, tout près de Marseille, à la conception des spectrographes et la fabrication des 10 spectrographes pour l'expérience. Donc c'est une expérience internationale. Il y a à peu près 900 chercheurs dans en gros 72 instituts
instituts, dont la moitié aux US et la moitié dans le reste du monde, j'ai envie de dire. Et la contribution française était très très importante, à la fois par le CEA et le CNRS. Ce que je vous montre ici, c'est quelques exemples de spectres. Donc ici, pour un quasar, donc ça on reconnaît la fameuse émission de Lyman alpha et l'absorption de la forêt. Et la gamme couverte par les spectrographes vont de l'UV proche au proche infrarouge afin de pouvoir en fait couvrir toutes les galaxies dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc on voit que la limite en UV, c'est ce qui nous donne la limite inférieure sur notre forêt Lyman alpha, parce que l'émission est à 1220 angstrom. Et donc on peut observer les forêts Lyman alpha au plus bas à des redshifts de l'ordre de 2. Et à l'inverse, la limite supérieure dans l'infrarouge proche, c'est ce qui va nous donner la limite supérieure pour les galaxies à émission dont j'ai parlé, les fameuses ELG, les galaxies très jeunes qui ont des raies d'émission intenses. Vous avez un spectre ici en bas à droite et on voit ces pics d'émission qui sont liés à la formation stellaire. Et on utilise notamment un des pics qui est une transition d'un doublet. Et donc la résolution de doublet fait qu'avec une seule raie, on arrive à mesurer le redshift. Sinon, il faut utiliser plusieurs raies pour pouvoir caler l'augmentation du décalage vers le rouge, puisque c'est un facteur proportionnel. Et sur plusieurs raies, on peut valider un redshift. Mais sur un doublet, il nous suffit du doublet pour pouvoir mesurer la transition et valider donc le redshift. Et ça nous permet d'utiliser ces galaxies jusqu'à un redshift de 1,6 par exemple. Et ensuite, ce sont d'autres spécificités des spectres qui nous permettent de repérer les autres galaxies. Donc voilà pour la partie observationnelle instrumentale. Passons maintenant. Oui. Une question bien sûr. Bête, mais quelle est la magnitude maximum qu'on arrive à observer maintenant avec ce type d'instrument? Les galaxies qu'on observe là sont des magnitudes de l'ordre de 23, 24 maximum. Oui, 24, 23, je dirais. 24, Oui. Magnitude AB. Donc c'est un télescope de 4 mètres de diamètre. Oui, non, c'est ça. Donc voilà, maintenant passons aux résultats de DESY. Justement, je vous ai expliqué comment on obtient les observations, mais voyons maintenant quels sont ces résultats et pourquoi ont-ils fait autant de bruit dans la communauté. Donc l'objectif de DESY, c'est de comprendre l'accélération de l'expansion cosmique, et comme on l'a vu, il y a 3 interprétations possibles qu'on envisage aujourd'hui, et on va chercher à comprendre comment interpréter cette accélération à partir des mesures de DESY. Donc première hypothèse, la partie constante cosmologique. Donc comme je le disais, c'est ce qui a donné vraiment lieu au modèle standard de la cosmologie. C'est l'approche la plus simple. De fait, Einstein lui-même avait introduit une constante cosmologique dans ses équations dans le but de garder un univers statique. Parce que lorsqu'il a écrit son modèle, enfin ses équations d'Einstein, il avait en tête que l'univers était statique. Et donc il avait introduit une constante cosmologique lambda pour contrecarrer justement cet effet de la gravité qui aurait dû faire contracter l'univers. Donc c'est l'approche la plus simple. Einstein, lorsqu'il s'était rendu compte que l'univers n'était pas statique, avait jugé qu'il n'y avait plus lieu d'avoir une constante cosmologique dans les équations, donc il l'avait supprimée, la légende dit, en considérant que c'était la plus grande bourde de sa vie. On voit aujourd'hui qu'elle a été réintroduite dans le cadre du modèle standard cosmologique, et c'était l'interprétation la plus simple de l'ensemble des résultats, fond diffus cosmologique, donc les premiers photons de l'univers, supernovae de type 1A, ou même les premiers résultats BAO. Ceci dit, la constante cosmologique en elle-même a une valeur, mais on aimerait essayer de comprendre le sens ou l'origine physique de la valeur de la constante cosmologique. Et assez naturellement, on se dit qu'elle pourrait faire le pont entre la relativité générale et la mécanique quantique. Pourquoi ? Parce que cette constante cosmologique pourrait être l'énergie du vide. Donc qu'est-ce que l'énergie du vide ? Le vide est loin d'être vide. En mécanique quantique, on sait que le vide foisonne de ces créations de paires de particules antiparticules qui ne vivent qu'un temps très court pour répondre aux incertitudes d'Heisenberg. Est-ce qu'on peut mesurer la valeur de l'énergie du vide par ces prédictions du foisonnement du vide ? Oui, c'est possible de le faire. On
on peut prendre en compte toutes ces paires possibles de particules virtuelles créées dans ces fluctuations quantiques. On associe à chaque paire de particules une énergie qui est liée à la masse de ces particules. Si on fait le modèle, si on prend en compte le modèle d'oscillateur harmonique pour chacune de ces particules, l'énergie qui leur est associée, c'est 1,5 de h bar oméga. Oméga va être associé au nombre d'ondes de la particule. On intègre sur tous les modes possibles. Donc en unité naturelle où on prend h bar, c et k qui valent 1, la valeur maximale du mode c'est aussi une masse. Donc on peut prendre l'hypothèse qu'on peut aller jusqu'à la masse de Planck pour les particules hypothétiques les plus massives. Et on a alors une énergie du vide dont la densité est en gros proportionnelle à la puissance 4 de la plus haute masse possible, donc de la masse de Planck. Qu'est-ce que ça donne comme valeur numérique ? Une énergie du vide de l'ordre de 10 puissance 114 joules par mètre cube. Ça, c'est pour la partie mécanique quantique. Maintenant, lambda, on l'a introduite pour répondre à une observation de l'expansion de l'univers, donc côté relativité générale. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce côté-ci sur la constante cosmologique ? On sait que le taux d'expansion de l'univers dépend du contenu de l'univers. Ça, ce sont les équations de Friedman. Si on fait l'hypothèse que côté contenu de l'univers, on ne prend en compte que l'énergie sombre, on aura ici une surestimation légère de la densité d'énergie sombre, puisqu'on néglige les autres composantes de l'univers, comme la matière noire, par exemple, ou le rayonnement. L'équation de Friedman nous donne la relation entre le taux d'expansion et la densité d'énergie noire. En reprenant la définition de la masse de Planck à partir de ces unités, on retrouve ici le carré de la masse de Planck, et donc on voit que la densité d'énergie noire peut alors s'exprimer comme le produit du carré de la masse de Planck et du carré du taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Faisant l'application numérique de cette estimation de la densité d'énergie noire, on tombe sur une valeur de 10 puissance moins 9 joules par mètre cube. Donc là, il n'est pas besoin d'être un grand chercheur pour comprendre qu'il y a un désaccord monstrueux entre ces deux estimations. Il y a 123 ordres de grandeur entre la prédiction mécanique quantique et l'observation côté cosmologie. Alors, est-ce qu'on peut affiner un petit peu notre calcul ? Bon, l'observation cosmologique, c'est ce que l'on observe. Maintenant, le côté énergie du vide, ça a été une prédiction, un calcul. Donc, on peut essayer de faire un calcul un peu plus réaliste. Au lieu d'intégrer jusqu'à la masse de Planck, on peut se dire qu'on va se limiter aux particules connues. Donc, les particules les plus massives, c'est le quark top aujourd'hui, 172 GeV. Donc, en gros, une centaine de GeV pour la masse la plus élevée. On gagne un grand nombre d'ordres de grandeur par rapport à la masse de Planck, mais on voit que ça reste très en désaccord, malgré tout, de près de 55 ordres de grandeur avec la constante cosmologique qu'on observe. Est-ce qu'on peut faire mieux ? On a cherché à résoudre encore ce conflit en invoquant de nouvelles théories, en particulier la théorie de la supersymétrie qui associe à chaque particule un partenaire supersymétrique avec des mécanismes de compensation en plus, puisque dans ce calcul de densité d'énergie du vide, les bosons et les fermions interviennent avec des signes opposés. Ceci dit, aujourd'hui, la supersymétrie, on ne l'a pas observée, donc elle est rompue aux échelles actuelles. On n'a pas donc non seulement on n'a pas observé la supersymétrie, mais par ailleurs les partenaires supersymétriques n'ont pas non plus les mêmes masses que le partenaire connu, et donc le mécanisme de compensation ne va pas fonctionner de façon flagrante. Donc même la théorie de la supersymétrie ne va pas résoudre le décalage de l'ordre de 55 ordres de grandeur toujours entre la prédiction en mécanique quantique et les observations. Donc, même si l'explication de l'accélération de l'expansion de l'univers par une constante cosmologique est l'approche la plus simple et celle qui a permis d'interpréter toutes les observations sur les 20 dernières années, on n'a pas d'interprétation de l'origine physique de la constante cosmologique. Maintenant, voyons rapidement les deux autres interprétations possibles de cette accélération en termes d'énergie du vide. Donc là, au lieu d'introduire une nouvelle constante, on va s'intéresser à la partie composante de l'univers.
Donc comme je le disais, interpréter l'énergie noire en termes d'un nouveau fluide, ça englobe l'interprétation possible en termes de constante cosmologique. Il suffit de la faire passer de l'autre côté des équations et de l'intégrer dans le tenseur stress énergie ici. Et comme je le mentionnais, donc une énergie du vide en termes de constante cosmologique, ce sera un nouveau fluide dont l'équation d'état serait W égale -1. Et donc, ce que l'on va chercher à faire dans cette approche-là, c'est de mesurer W à différentes époques pour pouvoir voir si W d'abord est égal à -1 et surtout s'il a évolué dans le temps. Et c'est vraiment ça, c'est l'objectif de l'expérience DESY. Et on voit que chercher à mesurer l'équation d'état de cette énergie à travers les âges nous permet également de tester si oui ou non on est compatible avec une constante cosmologique. Dernière approche, changer les lois de la gravité. C'est une approche ambitieuse parce que la relativité générale est quand même extrêmement bien validée à un grand nombre d'échelles aujourd'hui. Je donne quelques exemples ici. Donc d'abord les arcs gravitationnels, la masse infléchit les rayons lumineux, et c'est de fait une des premières validations de la relativité générale avec l'observation de la lumière des étoiles au voisinage du Soleil lors d'une éclipse solaire en 1919. C'est l'angle de déviation de cette lumière rasante qui a permis de produire une des premières validations de la relativité générale. Euclide, donc un satellite européen qui a publié ses premières données récemment, observe un grand nombre d'arcs gravitationnels et qui aujourd'hui valide parfaitement toutes les prédictions de la relativité générale. La relativité générale permet aussi d'annoncer la présence, l'existence de trous noirs, et de fait aujourd'hui on a alors d'une part la preuve de l'existence d'un trou noir supermassif de l'ordre de 4 millions de masses solaires au cœur même de notre galaxie, et l'animation que l'on voit en haut à droite, c'est les trajectoires des orbites des étoiles au voisinage du centre de notre Voie lactée, et dont les orbites nous permettent de déterminer la masse centrale que l'on ne voit pas, qui est marquée ici par la petite croix rouge, non seulement la masse de l'objet autour duquel gravitent ces étoiles, mais également une idée du rayon de cet objet non lumineux par juste les orbites que l'on voit, donc le passage au plus proche de ce point. Et c'est ce qui nous a permis, notamment donc dans les années, maintenant il y a une vingtaine d'années, de mettre en évidence ce trou noir supermassif au cœur de notre Voie lactée. Et par ailleurs, on a depuis beaucoup plus récemment des premières images même de trous noirs, comme on le voit ici. Alors c'est pas le trou noir lui-même que l'on voit, mais c'est le disque d'accrétion autour du trou noir, ou ici voilà l'image des objets déformés en arrière du trou noir. Et enfin, la relativité générale prédit l'existence des ondes gravitationnelles, et maintenant depuis quelques années, grâce aux interféromètres LIGO et Virgo, on a un grand nombre d'ondes gravitationnelles observées, et vous avez d'ailleurs eu une conférence récemment sur cette découverte. Donc, remettre en cause la relativité générale, ce n'est pas facile, vu toutes les observations aujourd'hui qui la valident, mais il faut voir que toutes ces observations ont lieu dans des domaines de relativité générale forte, donc dans des domaines très massifs, alors que l'univers est essentiellement vide. Donc on pourrait se dire que dans l'univers, il pourrait y avoir des modifications à la relativité générale que l'on n'a pas pu tester dans ces contextes de relativité, enfin de gravité forte. Donc, venons-en au résultat de DESY. La cartographie à gauche, c'est vraiment notre univers. Chacun des petits points ici aussi, c'est une galaxie qui a été observée, et on voit ici, on fait tourner la carte que l'on a commencé à construire de notre univers. Alors pourquoi il y a deux bandes noires là de part et d'autre? Ça, c'est les régions qui correspondent à notre Voie lactée. On n'observe pas dans notre Voie lactée parce qu'elle nous masquerait toute la cartographie derrière. Donc on utilise l'univers, mais de part et d'autre de la Voie lactée. Et on le voit également ici, ça c'est une cartographie, mais cette fois-ci, le plan de la Voie lactée est ce qui est indiqué en gris,
Et on voit donc une zone observée dans le nord galactique et une zone observée dans le sud galactique. Et ici, plus la couleur est rouge, plus la cartographie est complète. Donc ça, c'est la cartographie justement qui a permis de faire la deuxième publication en 2025. On voit donc avec des données extrêmement complètes dans le plan ici galactique, non écliptique, et moins complète sur les pôles. Donc les données, le deuxième jeu de données, c'est pas loin de 800 000 forêts Lyman alpha, donc c'est ces données les plus lointaines, et c'est près de 15 millions de galaxies pour le reste de la couverture. L'analyse a été menée entièrement en aveugle, ce qui veut dire qu'on a cherché à s'affranchir de tout biais de confirmation. Toutes les données antérieures nous montraient que les données étaient compatibles avec un modèle standard cosmologique reposant sur une constante cosmologique. Pour ne pas être tenté de continuer les analyses jusqu'à ce qu'on retrouve ce que l'on cherchait, on a mené une analyse en aveugle, c'est-à-dire que pour les catalogues de galaxies, on a légèrement bougé les redshifts de toutes les galaxies que l'on observait de façon cohérente mais aléatoire. Et pour les forêts Lyman alpha, c'est pas possible parce qu'en fait, j'ai parlé que de l'absorption Lyman alpha, mais il y a toute une gamme d'absorption qui nous aurait permis de lever la dégénération en fait de ce masquage. Donc là, on a fait une analyse où on a masqué la zone correspondant au signal des oscillations baryoniques acoustiques. Comme ça, on a mis en place toute notre analyse sur le reste des informations, mais en masquant la partie cruciale de l'information cosmologique que l'on va chercher à mesurer. Et donc, les validations des paramètres d'analyse se sont faites sur ces données masquées et évidemment sur des simulations dans lesquelles on a injecté un modèle cosmologique connu. Et donc, tant que l'analyse ne reproduit pas ce qu'on a injecté, c'est que l'analyse n'est pas au point. Mais donc, on a pu mettre en place toute notre analyse avec des données dans lesquelles on ne pouvait pas savoir le résultat cosmologique final une fois qu'on l'appliquait aux données cosmologiques. Et donc, on a conduit également des tests de robustesse en découpant nos données en secteurs. Par exemple, je vous ai montré qu'on observe 2 plans galactiques différents. Donc, on peut comparer les résultats qu'on obtient dans ces 2 régions différentes ou en faisant des variations sur les paramètres d'analyse pour vérifier qu'on n'est pas trop sensible au choix exact d'un paramètre d'analyse. Et donc, voici les résultats. Je vous ai dit que le BAO mesure comme ça à 3 dimensions, un angle ou une distance en redshift. Donc ça mesure 2 paramètres, une distance angulaire ou une distance de Hubble le long du redshift. On peut soit chercher à reproduire en combinant ces 2 dimensions une distance isotropique. Et donc là, le graphe de gauche, ça vous montre la taille de cette échelle caractéristique BAO normalisée à la taille que l'on aurait, à laquelle on se serait attendu compte tenu du modèle standard cosmologique établi d'après les données du satellite Planck. Donc ce que l'on voit ici, c'est cette taille relative en fonction du redshift. Donc plus le redshift est grand, plus on regarde dans l'univers lointain. Donc ici, vous avez de fait le fameux signal BAO, mais dans les forêts Lyman alpha. Et toutes les autres petites vignettes, c'est ce même signal BAO, mais à différentes tranches de redshift, donc tranches de temps dans l'histoire de l'univers. Ce qui est flagrant, c'est que le BAO, c'est un effet indubitable. On l'observe à une dizaine de sigma maintenant, enfin donc une signification statistique très très importante. Et par contre, ce que l'on observe, c'est que les points ne sont pas alignés sur 1. Si on avait eu un résultat compatible avec le modèle standard cosmologique de l'expérience Planck, tous nos points auraient été des fluctuations statistiques autour de 1. Ce n'est pas ce que l'on mesure, donc ça veut dire que le modèle que l'on voit n'est pas celui qui avait été établi jusqu'ici par le modèle standard cosmologique. Ce n'est pas un effet très très fort, mais il faut voir que nos mesures sont extrêmement précises. La précision agrégée de nos données, c'est une mesure de distance sur des échelles cosmologiques avec une précision de 0,3%. On mesure des distances cosmologiques à mieux que le pourcent. Donc ça, c'est la partie modèle isotrope. Donc ça, c'est si on ne fait que l'interprétation à une dimension, finalement.
Ici, on va chercher à s'intéresser individuellement aux deux paramètres. Donc la dimension de Hubble, on la retrouve en abscisse. La dimension angulaire nous donne directement une mesure de la densité de matière dans l'univers. Et là, chacun des contours va correspondre à une des classes, des catégories de galaxies que j'ai mentionnées. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit d'abord que toutes ces mesures individuelles sont très compatibles entre elles, mais par ailleurs, la dégénérescence entre les deux paramètres tourne en fonction du redshift. Plus le redshift est grand, donc les Forel-Lyman alpha, moins on va être sensible aux paramètres de Hubble. Et donc en fait, cette rotation de l'angle de dégénérescence fait qu'en combinant toutes les données, on a une mesure beaucoup plus précise de chacun des deux paramètres. Et donc là, c'est la toute petite courbe en noir que l'on voit au centre. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie sur l'information que l'on cherche à mesurer, donc l'énergie noire? L'équation d'état de l'énergie noire, je la remets ici. Et le graphique que je vous montre à droite, c'est pour une variation de ce paramètre d'équation d'état de 15%, la déviation en termes de distance. Et ce que l'on voit, c'est que pour 15% de variation de l'équation d'état, on a une variation des distances que de l'ordre de 2,5%. Donc c'est pour ça que c'est une mesure extrêmement difficile et que les expériences jusqu'ici n'étaient pas capables de mesurer une variation dans le temps de l'énergie noire. Là, je vous montre juste la valeur moyenne et on voit qu'il faut vraiment une fluctuation très importante de ces coefficients d'état pour mesurer une fluctuation de 2% seulement sur les distances. Et pourtant, avec DESI, puisqu'on a une précision inférieure au pourcent, on va pouvoir mesurer non seulement la valeur moyenne, mais même une évolution de cette équation d'état avec le redshift ou avec ici le facteur d'échelle de l'expansion de l'univers. Donc W0 et WA. Et voici donc ces fameux résultats. La succession du plot que je vais vous montrer, c'est les deux paramètres W0 et WA, sachant que pour une constante cosmologique, on voulait W0 égale à moins 1, je vous disais, une opposition parfaite entre pression et densité, et WA qui exprime la variation dans le temps de cette équation d'état. Pour une constante cosmologique, on n'en veut pas, donc on veut WA égale 0. Donc la constante cosmologique, elle serait à l'intersection de ces deux croisillons. Les résultats DESI seuls, juste en prenant la cartographie tridimensionnelle sans combiner avec les autres informations cosmiques que l'on a, comme le fond diffus cosmologique et les supernovae, c'est la courbe qui est ici indiquée en bleu, qui reste compatible avec une constante cosmologique. 2 sigma, on ne va pas crier au loup pour une déviation à moins de 2 sigma, mais déjà, on voit que c'est quand même pas la même constante cosmologique que ce que l'on aurait voulu dans le cadre de Planck. C'est ce que je montrais sur le premier graphique tout à l'heure. Maintenant, commençons à rajouter les autres informations cosmologiques pour voir si on ne va pas converger vers un modèle plus précis. Donc là, on commence par rajouter à l'information de la cartographie tridimensionnelle l'information provenant du fond diffus cosmologique. Donc toute cette mesure de la température des photons lorsque l'univers avait 380 000 ans et qui est aujourd'hui l'une des informations les plus précises que l'on a encore en cosmologie pour comprendre notre univers. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on commence à s'éloigner un peu plus sérieusement d'une interprétation en termes de constante cosmologique, et on a une préférence un peu plus marquée, effectivement, pour une énergie noire variable dans le temps. Et si l'on rajoute encore les informations provenant des supernovae, donc dans les articles scientifiques, on a plusieurs informations de supernovae, mais là, je n'en marque qu'une seule. On voit qu'on est vraiment à une préférence beaucoup plus marquée. Donc selon les jeux de données, on était monté à un peu plus de 4 sigma. Il y a eu une réanalyse de cette analyse de supernovae récemment qui change un petit peu la signification statistique, mais grosso modo, on voit qu'on a vraiment un résultat qui est beaucoup plus marqué comme non compatible avec la constante cosmologique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de densité d'énergie noire ou en termes de variation effectivement de cette équation d'état avec le temps? Donc on voit W égale à moins 1 rigoureusement, c'est ce qu'on aurait attendu dans le cadre d'un modèle cohérent avec le modèle standard de la cosmologie. Ce que l'on observe aujourd'hui, nous, c'est une équation d'état aujourd'hui qui est plus faible que celle attendue par une constante cosmologique, et par contre, par le passé, qui était plus marquée, plus négative, et ça, c'est intriguant sur un plan théorique, parce que les modèles d'énergie noire les plus simples ne permettent pas d'avoir
d'avoir W inférieur à -1. Avec un seul champ scalaire, on ne peut pas avoir W égale -1 de façon aisée. Il faut plusieurs champs scalaires, donc il faut un domaine plus complexe pour exprimer l'énergie noire. Pour vérifier qu'on n'obtenait pas ce résultat juste par notre paramétrisation de l'équation d'état d'énergie noire, on a également fait la même analyse, mais cette fois-ci en prenant juste 4 époques dans l'histoire de l'univers et en faisant une mesure indépendante à chacune de ces 4 époques. Et ce sont les valeurs qui sont indiquées ici par les croisillons bleus. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a de nouveau, même quand on fait une analyse indépendante sur 4 époques dans l'histoire de l'univers, on a cette même valeur de l'équation d'état qui est plus faible que celle que l'on voudrait pour une constante cosmologique dans les époques récentes. Et une tendance un petit peu moins marquée, mais une tendance quand même à avoir une préférence pour une équation d'état plus faible, plus négative que la constante cosmologique dans l'univers plus lointain. Et enfin, juste parce que les premières mesures de l'accélération de l'expansion de l'univers se sont faites sur la mesure d'un paramètre qu'on appelait le paramètre de décélération, puisque c'est ce qu'on cherchait à mesurer. On voit ici la courbe en pointillé, c'est la décélération correspondante à la constante cosmologique. Donc ça, c'est vraiment le résultat des équipes qui ont découvert l'accélération de l'expansion de l'univers avec cette décélération négative. Et comme je vous le disais, ce que l'on observe avec l'expérience DESY, c'est une décélération moins marquée, donc une énergie noire moins forte finalement que la constante cosmologique. Et c'est ce qui a donné dans les médias ce titre de l'énergie noire faiblie. Puisqu'on le voit ici, la décélération n'est pas aussi... l'accélération de l'expansion de l'univers est moins marquée que ce que l'on aurait prédit pour une constante cosmologique. Voilà, donc en pratique, pourquoi tout ce bruit et pourquoi autant d'écho médiatique pour ces résultats de DESY? D'abord parce que l'énergie noire est quand même un des plus grands mystères de la cosmologie aujourd'hui. L'énergie noire, c'est un phénomène très important dans la cosmologie. Il faut voir que si l'on prend la même densité dans l'univers que ce que l'on mesure aujourd'hui, mais qu'on mettait tout en matière, l'univers aurait un volume 2 fois plus petit que l'univers tel qu'on l'a aujourd'hui avec la matière noire et l'énergie noire. Donc c'est vraiment un phénomène très conséquent pour comprendre notre cosmologie aujourd'hui. Et les résultats de DESY ont fait autant de bruit parce qu'ils semblent indiquer de façon assez marquée que l'énergie noire ne semble pas être une simple constante cosmologique, mais qu'il faudrait faire appel à une énergie noire qui évolue dans le temps. Et donc là, c'est vraiment tout un champ théorique qui est ouvert pour essayer de comprendre ce que c'est que cette énergie noire qui pourrait évoluer dans le temps. Et je vous laisse juste avec cette petite vidéo qui a été faite avec la première année de DESY. Donc c'est encore une cartographie très incomplète de l'univers. On le voit parce qu'il y a une sorte de bande ici dans la distribution des galaxies. Mais on voyage à travers notre univers. Donc on voit des filaments, on voit des zones dans lesquelles il y a plus de galaxies et d'autres dans lesquelles il y en a moins, des vides cosmiques. Et c'est quand même assez amusant de se dire qu'on peut aujourd'hui voyager dans notre propre univers grâce à ce type d'expérience. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie pour cette présentation qui est à la fois fascinante, qui pose plein de questions et qui montre qu'on est encore loin d'avoir toutes les réponses. Ah oui, ça c'est clair. Donc les mystères soulevés par la cosmologie, au fur et à mesure qu'on avance, semblent s'amplifier même, on a l'impression un petit peu. J'ai une question de compréhension par rapport à cette accélération qui décélère. Oui. Donc, si la constante cosmologique était constante, oui. Et si ça venait de là, on aurait une expansion accélérée de manière constante. C'est-à-dire que l'accélération serait la même, y compris dans le futur. Non. On aurait l'équation d'état de l'énergie noire resterait W égale -1, mais comme on aurait de plus en plus d'énergie noire dans notre univers, puisque en fait l'énergie noire resterait à densité constante. C'est la densité qui reste constante. Et c'est pour ça qu'on avait envie de se dire que c'était une densité du vide. Et donc une densité constante, alors que la matière, elle, plus le volume augmente, plus elle est diluée en sur volume. Le rayonnement est encore plus dilué, parce que non seulement il est dilué par le volume, mais il est dilué également
par le redshift. Donc lui, c'est en 1 sur longueur au puissance 4, alors que l'énergie noire, pour une constante cosmologique, aura une densité constante. Et donc l'accélération, elle, serait de plus en plus importante, puisque l'énergie noire dominerait de plus en plus, et ce serait vraiment le Big Rip, c'est-à-dire l'univers de plus en plus vide et une expansion de plus en plus prodigieuse. Donc c'était un futur très noir. Cette accélération, alors, pour le oui. Qui aurait augmenté avec une constante cosmologique, oui. N'augmente plus. Mais alors, est-ce que ça signifie qu'elle va augmenter moins vite? Est-ce que ça signifie qu'elle va finir par ne plus augmenter en restant constante? Ou est-ce que ça signifie qu'elle va finir par devenir négative pour aboutir à une recontraction? Parce qu'il y a trois scénarios possibles en plus. Absolument, en fait. Absolument. Quel est celui que vous privilégiez? Eh bien, alors, rien n'est plus difficile de prédire que le futur. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas répondre à cette question. Ce que l'on voit, c'est que les scénarios sont de nouveau ouverts. Autant avec une constante cosmologique, le futur était prédictible. C'était cette expansion de plus en plus accélérée, donc un univers de plus en plus vide, de plus en plus froid. Autant là, on a un ralentissement de cette expansion, de cette accélération, et donc tous les scénarios sont possibles. Nos incertitudes ne sont pas encore suffisamment petites pour que l'on puisse annoncer un futur. Et par ailleurs, il faudrait mieux comprendre cette énergie noire pour être sûr de voir son évolution ultérieure. Mais aujourd'hui, tout est possible. Effectivement, on a ce retournement de l'accélération de l'expansion qui fait qu'on pourrait tout avoir. Et parmi les modèles justement intéressants, il y a des modèles qui cherchent à associer matière noire et énergie noire, à voir des transitions de l'un dans l'autre, hein, des conversions d'énergie noire vers de la matière noire. Et si on venait remettre toute l'énergie dans de la matière, il serait possible effectivement d'aller vers une recontraction de l'univers. Ce serait envisageable. Mais là, c'est vraiment de l'extrapolation très, très hypothétique, puisqu'on n'a pas du tout les précisions observationnelles aujourd'hui pour pouvoir affirmer quoi que ce soit sur le futur. Si tant est qu'on puisse, ever, à tout instant, avoir une telle... Oui. Je donne une précision juste sur la fibre là. Oui. Ah oui, je vous ai dit que je vous la ferai passer d'ailleurs. Là, la fibre, elle n'y est pas, mais on voit le robot. Oui. L'image d'une galaxie sur le plan focal, elle touche combien de fibres? Une seule fibre. Une seule fibre. Les galaxies lointaines, la grande majorité de nos galaxies ne touchent qu'une seule fibre. Les galaxies les plus proches touchent plusieurs fibres, mais celles-ci, au contraire, elles ne nous intéressent pas. Elles sont trop proches et on cherche. Ce sont finalement des masques des régions que l'on ne pourra pas étudier. Mais les galaxies lointaines touchent une seule fibre, donc on les positionne. Parfois, la densité de galaxies est plus importante que ce que nos robots, puisqu'on a que 5000 robots finalement permettraient de couvrir. Et donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va observer une même région du ciel plusieurs fois pour positionner les robots sur différentes galaxies. Vous calibrez à partir des galaxies. Oui, donc... Il y a un problème de calibration. Alors, la calibration, oui. Donc, on a des étoiles standards dans le champ, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher à calibrer le flux par ces étoiles standards, et par ailleurs, on fait des positionnements en deux étapes pour être sûr qu'on positionne bien tous nos robots sur les galaxies. Mais ensuite, une fois qu'on est sur l'autre champ, il n'y a plus de calibration nécessaire. On mesure le flux de chacune de ces galaxies et puis leur spectre. J'ai une question sur la combinaison de plusieurs manips ou plusieurs... Oui. En fait, on a vu que vous combiniez CMB, supernovae et BAO. Oui. On sait que CMB et supernovae ne sont pas d'accord sur l'âge de l'univers. Alors, est-ce qu'on a le droit de faire la combinaison? Alors, absolument, parce que les supernovae, effectivement, et le CMB ne sont pas d'accord sur la valeur de la constante cosmologique aujourd'hui, H0, mais nous, en fait, on n'a pas besoin de cette valeur. Nous, ce que l'on fait, notre mesure, c'est H de Z. On n'a pas besoin de la calibration aujourd'hui. Tout ce qui nous intéresse, c'est l'évolution du taux d'expansion avec les époques. Et la calibration aujourd'hui
ne nous intéresse pas. Donc en fait, on utilise les supernovae, mais non pas raccrochées à leur valeur aujourd'hui, mais uniquement avec l'évolution en fonction du redshift. Donc on n'est pas affecté c'est relatif, on n'est pas affecté par le désaccord, effectivement, aujourd'hui, entre la valeur de H0 par les différentes approches. Parce que la combinaison que vous avez montrée, elle était vraiment excentrée, celle-là, elle était, je ne sais pas, oui. combien de sigma. Mais... Alors, celle-ci, celle que j'ai montrée, c'est 4,2 sigma. Il y a 3 jeux de supernovae en fait qui ne sont pas complètement compatibles, enfin si, ils sont compatibles entre eux mais qui donnent des significations différentes. Pour l'illustration, j'ai choisi ici celle qui est le plus marquée. Les deux autres montraient à la même époque, c'est-à-dire en mars 2025, une préférence de 3,2 sigma pour un deuxième jeu de données et une préférence de 2,8 sigma pour le dernier jeu de données. Aujourd'hui, ce jeu-là, qui s'appelle l'expérience DES, donc là encore Dark Energy pour le DE, mais Survey pour le S, c'est un relevé de supernovae photométriques, c'est leurs 5 ans de données. Ils ont réanalysé l'intégralité de leur supernovae et ils ont réévalué un petit peu leurs différents paramètres et ça bouge un tout petit peu. La préférence redescend à 3,2 sigma et de fait est extrêmement compatible maintenant avec l'autre jeu qui était aussi à 3,2 sigma. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions aujourd'hui dans le milieu des supernovae pour justement essayer de comprendre les petits décalages qu'ils avaient entre eux. Mais ça tourne aujourd'hui autour d'un peu plus de 3 sigma sur la combinaison entre l'ensemble des 3 jeux de données en cosmologie, CMB, supernovae et cartographie. Ils ont suggéré de faire ça en aveugle. Et ils le font en aveugle, mais avec des hypothèses différentes, des approches différentes. Mais c'est vrai que l'analyse en aveugle de DESI est spectaculaire et je pense qu'elle a contribué à l'ampleur médiatique des résultats parce qu'on avait vraiment démontré à travers un grand nombre de papiers la robustesse de notre analyse, tout le travail qui a été fait pour la calibrer sur des simulations et sur des découpes des données pour montrer qu'on n'était pas sensible à la façon dont on séparait nos jeux de données en plusieurs sous-échantillons. Est-ce qu'aujourd'hui ce résultat est universellement admis dans la communauté des cosmologistes ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des objections ou des réserves? Alors, le fait que cette combinaison donne un résultat qui est en désaccord avec lambda CDM est universellement admis. L'interprétation qu'il s'agit d'une énergie noire variable dans le temps ne l'est pas encore, parce qu'on ne l'est pas, parce que c'est l'interprétation privilégiée. Les supernovae, les groupes de supernovae vont aussi dans ce sens-là, mais on essaie de voir s'il n'y a pas d'autres façons de concilier les résultats. Et par exemple, ce qui s'appelle la profondeur optique vers le CMB, il faudrait la décaler de beaucoup, je crois un effet de 5 ou 6 sigma par rapport à la valeur estimée par Planck. Mais quand on discute avec les spécialistes des observations du fond diffus cosmologique, ils nous disent ça c'est leur mesure la plus difficile. Et ils ont un résultat qui est le résultat de leur publication, mais qu'ils ne crieraient pas au scandale s'ils se rendaient compte qu'ils avaient une systématique qu'ils n'avaient pas bien gérée et qui permettrait de faire bouger cette profondeur optique de façon très conséquente, au-delà de 5 sigma, mais qui résoudrait quasiment le problème. Donc oui, il faudrait qu'ils admettent qu'il y ait une systématique qu'ils n'ont pas pris en compte. Mais comme c'est la mesure la plus difficile, ce serait bien qu'effectivement il y ait une mesure indépendante de cette profondeur optique. Et c'est une course, il y a des travaux qui sont dans malheureusement, il y avait un ballon américain, mais qui a été annulé, dont la mission a été annulée. Et les expériences CMB, il y en a d'autres dans le panorama, là, mais c'est loin. Donc ce seront d'autres approches, je pense, qu'il faudra chercher à valider. Et par ailleurs, les théoriciens s'intéressent énormément à ces résultats. Donc peut-être qu'il y aura d'autres interprétations qui verront le jour. Ça ouvre un champ énorme pour les théoriciens. Parce que ça ouvre un champ énorme. Voilà. Et je pense que ça a aussi contribué à l'intérêt pour ce résultat, parce que le modèle standard cosmologique, il n'y avait plus grand-chose à faire. Il fallait essayer de comprendre cette origine physique de la constante cosmologique, parce que on ne pouvait pas expliquer sa valeur. Mais il n'y avait plus vraiment de développement, alors que là, le champ est infini. C'est le rêve des physiciens. Je crois que c'est leur rêve, oui, si tout à fait. Chose en physique des particules, tout à fait. C'est un résultat qui fait
qui fait bouger les choses, qui intrigue énormément. Mais personne ne remet en cause ce que mesure DESI. L'expérience est extrêmement robuste, c'est vraiment un bond par rapport à la génération antérieure. Donc ce ne sont pas les résultats de DESI qui éventuellement posent question, c'est l'interprétation de ces résultats. Je pense qu'un des résultats les plus robustes, c'est le fait que si on reste dans un cadre de modèle standard cosmologique avec une constante cosmologique, on voit bien que le CMB et DESI ne donnent pas le même cosmos, ne donnent pas les mêmes paramètres cosmologiques. Donc là, il faut résoudre un problème. On ne peut pas dire « Oh, il y a un biais quelque part et en fait, ils sont compatibles ». Non, DESI et le Planck. Et maintenant, les autres, d'ailleurs, jeux de paramètres CMB, enfin, il y a ACT, il y a d'autres expériences qui mesurent le fond diffus cosmologique à d'autres, le fond diffus cosmologique à d'autres échelles, en allant vers des plus hautes résolutions, plus petites échelles, etc. Et il y a toujours ce désaccord. Donc, je pense que le fait qu'il y ait un problème dans le modèle standard cosmologique est admis par tout le monde. L'interprétation, il va falloir plus de données, il va falloir pousser encore. Mais bon, DESI n'a publié le BAO que sur 3 ans de données. L'expérience était au départ approuvée pour 5 ans. Vu l'intérêt, on vient d'avoir une prolongation maintenant de 7 ans et demi. Donc on va pouvoir prendre des données jusqu'à la fin 2028. Qui ne sera pas remise en cause. A priori pas. Donc on a beaucoup de statistiques encore à pouvoir cumuler. On est toujours dominé aujourd'hui par les effets statistiques, donc on va gagner en continuant à observer des galaxies. Donc il va y avoir une amélioration du côté de DESI seul. Et l'idée justement, lorsqu'on a proposé l'extension de DESI, c'était à partir de la première année de données. Et notre extension, sans combiner avec les supernovae, qui justement avaient encore des accords entre les différents groupes, nous permettait de friser le 5 sigma qui nous permettrait d'annoncer une découverte. On atteignait 4,9 sigma avec juste le DESI et le CMB. Donc on voit qu'il va y avoir un gain statistique important quand même dans les années à venir, rien qu'avec les avancées attendues par DESI. Et puis c'est sans parler de CLID, LSST, donc d'autres programmes aujourd'hui internationaux qui s'intéressent aussi à l'énergie noire et qui vont apporter des jeux de données complémentaires. Il y a un point de physique probablement élémentaire, mais que j'ai raté, donc je vois tout te montrer, je pose ma question. Je n'ai pas du tout compris pourquoi la contribution à la constante cosmologique des fermions devait être de signe opposé à celle des bosons. Non, je ne l'ai pas expliqué. Ouais. La supersymétrie, ça. Oui, c'était oui. Dans la supersymétrie. Et pourquoi ça? Parce que la chimie, pour les bosons, tu as un signe plus, sur le fermion, tu as un signe moins. Là, il faut aller poser la question à des spécialistes de mécanique quantique et ouais. Ah oui, je pense que oui, tout à fait. Le truc, mais c'est un standard de la supersymétrie. Mais c'est pas difficile à comprendre, puisque dans les deux cas, ce sont les particules qui apparaissent spontanément à paternoïdes, qui, dans les deux cas, ont une masse, donc une énergie positive. Je vois assez mal le changement de signe. Oui, la supersymétrie n'introduit pas de masse négative. Dit autrement, la différence boson-fermion, ça intervient dès qu'il y a deux particules qui sont ensemble. Et le processus de création spontanée de particules. Bruno Mansoulier, si vous avez l'occasion de le revoir, oui, aura peut-être la réponse. Oui, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que voilà. Enfin, les corrections supérieures en supersymétrie, ces diagrammes-là s'annulent. C'est-à-dire que les bosons font comme ça et les fermions font comme ça. Ça fait 0. Moi, j'ai fait mon stage chez Iliopoulos, je me suis emmerdé avec ça pendant chez vous d'ailleurs, et bon, j'ai compris ça au moins. Mais c'est pas une question de masse. Hein. Non, c'est une question de contribution qui s'annule. Ouais. Oui, c'est vulnérable la explication avec les mains, parce que juste dire que le diagramme s'annule, c'est très bien. Mais point à creuser. Point à creuser. Et ça, ces robots ont été fabriqués pour l'expérience, effectivement. C'est vrai, ça. Ça, c'est un vrai. Que j'étais la semaine dernière justement à l'observatoire et j'ai demandé à pouvoir emprunter un des robots pour le montrer. Concernant le montage, chacune de ces fibres va chacune vers un spectromètre séparé ou bien non. Ça sépare. Donc, alors, je vais revenir sur le. Ah, on y est. Bon.
Donc, il y a 10 spectrographes. Les spectrographes couvrent l'intégralité de la bande spectrale. Donc, on a un bras plutôt vers le bleu, un bras dans le visible et un bras proche de l'infrarouge. On a 10 spectrographes, on a 5000 robots. Donc, en fait, on a 500 fibres par spectrographe. Dans chaque spectrographe, on a un CCD. Non, c'était de l'autre côté. Oui. Un CCD, c'est 4000 par 4000. Et donc, sur 4000 pixels par 4000 pixels. Ah oui. Et sur un spectrographe, on va aligner les 500 fibres. Et en fait, donc les 500 fibres, sur un CCD, grâce aux 3 bras, vont aller chacune vers les 3 bras. Donc, le spectre est construit en 3 morceaux. Là, le spectre que l'on voit, c'est en fait la juxtaposition des 3 bras, bleu, visible, infrarouge proche. Mais donc, sur un seul CCD, on n'a que 500 fibres, et c'est pour ça qu'il nous faut 10 spectrographes pour pouvoir analyser les 5000 fibres. Chaque spectre travaille en parallèle alors que... Oui, sur les 5000 robots, oui. Ouais. 5000 fibres. Ok. Ça va pas être facile à faire. Non, l'expérience, c'est magique, parce que d'abord, on est passé... Alors, auparavant, non seulement il nous fallait des mois pour préparer un champ d'observation, mais on ne pouvait faire que 1000 trous à la fois. Le télescope lui-même était plus petit, donc on devait poser pendant 1 heure. Là, quand il y a de la Lune, on pose 15 minutes. Enfin, non, 3 minutes quand il y a la Lune, 15 minutes quand c'est sombre. Enfin, on pose très peu. Donc on a multiplexé de partout 5000 fibres au lieu de 1000, 4 mètres de diamètre au lieu de 2,50 mètres. La transmission des CCD est également améliorée. Enfin, c'est un bijou de technologie qui a fonctionné, alors, qui a connu plein de déboires. On avait fait le commissioning de l'instrument en 2020. Il s'est passé autre chose à l'échelle mondiale en 2020. Donc, alors qu'on était prêt à démarrer le projet, le Covid est tombé sur le monde. On a dû mettre du cellophane sur tout notre instrument et puis partir de l'observatoire pendant plusieurs mois. Quand on a recommencé en 2021, le premier été, il y a eu un incendie prodigieux qui a balayé des milliers d'hectares en Arizona et dont l'observatoire. Les pompiers ont fait des efforts absolument colossaux pour brûler tous les terrains autour des télescopes. Les télescopes ont tous été épargnés. Par contre, les infrastructures, les dormes ont été disparus par le feu. L'année suivante, il y avait une cyberattaque sur les observatoires Gemini. Par précaution, on a dû se couper du réseau Internet, donc on transmettait tout soit par disque dur qu'on descendait à l'université de Tucson, soit juste pour la connectique avec les Starlink. Enfin bon, on a connu toute une succession de difficultés, mais on repose vraiment sur des ingénieurs extrêmement dévoués, sur des équipes techniques qui sont passionnés par l'instrument, par la collaboration. Et à chaque fois, on a surmonté toutes ces difficultés les unes après les autres et on a des données qui aujourd'hui sont uniques. Et d'un point de vue théorique, excusez-moi, une question Non. Oui, j'ai juste une petite question. Toute la théorie des ondes de baryonique sonore, là, est-ce qu'elle dépend de l'hypothèse qu'on fait sur la matière noire, pas l'énergie noire, sur la matière noire? Oui, on prend l'hypothèse que c'est de la matière noire froide parce qu'en fait, ce que l'on mesure, c'est finalement le rayon, c'est-à-dire que l'on a le pic central. On fait l'hypothèse que les pics initiaux de surdensité sont adiabatiques avec toutes les formes de matière. La matière noire froide n'interagit pas. Donc elle reste dans le pic de surdensité centrale, tandis que les baryons sont couplés aux photons, et donc c'est eux qui créent la sphère de surdensité sous la forme d'onde de pression. Et donc ensuite, on a un équilibrage qui se fait une fois que les photons sont partis, lorsque eux, ils peuvent se propager librement. Sous effet gravitationnel, il y a un équilibrage entre la matière noire au centre, les baryons, et on finit par avoir un équilibrage entre la matière noire et les baryons. Mais donc les galaxies, elles se forment au centre et dans la sphère. Et donc c'est cette distance-là, et de fait, comme c'est ce qu'on le mesure, ça valide bien cette hypothèse. C'est le rayon que l'on mesure, c'est pas un diamètre. On ne pourra jamais mesurer un diamètre, on aurait toutes les dimensions sinon. Mais c'est le fait que ce rayon puisse être mesuré qui fait qu'on a cette empreinte dans la cartographie tridimensionnelle.
tridimensionnelle. Mais ça repose effectivement sur de la matière noire froide. Donc aujourd'hui, je pense que des déviations sur les propriétés même de la matière noire n'influeraient pas sur ce résultat. En gros, on sait que la matière noire répond à ces critères-là. On sait qu'elle est froide, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais elle se comporte comme de la matière noire froide. Ça joue un rôle ou pas quand dans les calculs de la matière noire, l'existence de la matière noire? Il en faut, oui, là. Il en faut. Oui. Parce que, imaginons par exemple, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que c'est pas vers ça qu'on se dirige, mais imaginons que la matière noire, en fait, on l'oublie et qu'on passe aux théories modifiées. Qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les calculs des BAO? Ben, ça ne marcherait plus parce qu'on n'aurait plus le pic central où la matière noire reste. Donc c'est une indication de plus Oui. de l'existence de la matière noire. Dans le débat entre BAO et monde, par exemple, en fait, oui. C'est un facteur de plus dans la direction de la matière noire. En effet, oui. Qui n'est pas souvent... Non, c'est vrai que non, parce qu'aujourd'hui, Monde n'a plus du tout le vent en poupe. On a, entre les amas, les collisions d'amas de galaxies ont vraiment montré qu'il y a bien une zone massive qui n'est pas celle des galaxies. Donc, je me trompe ou je ne me trompe pas. Non, au contraire, la zone de masse reste avec les galaxies. Or, on sait que les galaxies ne sont pas la composante dominante de masse dans les amas de galaxies, c'est le gaz. Donc si la masse reste avec les galaxies, c'est qu'il y a une autre forme qui n'est pas collisionnelle qui est passée au travers de la région de collision entre deux amas de galaxies. Et donc c'est une preuve, je trouve, assez forte de l'existence de matière noire et non pas de gravité modifiée, parce que sinon la région la plus massive resterait là où il y a le plus de masse, même si la gravité est modifiée. Donc ce sera avec le gaz et non pas avec les galaxies. Donc je trouve que ça c'est vraiment On peut considérer aujourd'hui que Monde est un peu abandonné. Monde est abandonné. Il y a des versions relativistes plus complètes, mais qui intrinsèquement ne fonctionnent pas. Il faut quand même rajouter, si on veut garder une gravité modifiée pour expliquer la matière noire, il faut quand même rajouter des particules. Donc finalement, pourquoi les modifier la gravité si de toute façon ça ne résout pas tout le problème? Donc aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de modèle qui puisse s'affranchir de matière noire. On va voir s'il n'y a pas des questions dans le Zoom. Ah oui, peut-être. Y a-t-il des questions dans le Zoom? Non? Non, j'ai pas de questions, mais j'aimerais vous remercier pour ce magnifique exposé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le tiers m'intéresse aussi. La vitesse de ce son, entre guillemets, c'est C sur 3. Non. Alors, c'est sur racine de 3, je l'avais dit. Racine de 3, pardon. Ouais. Ça, c'est en gros la vitesse. C'est la vitesse typique du son. Voilà, les ondes de son dans un plasma, en gros, c'est C sur racine de 3. Je dis en gros parce qu'ici, il faut modifier par la densité justement de baryons, puisque les baryons jouent un rôle crucial. Donc, au premier ordre, c'est C sur racine de 3. Au deuxième ordre, on prend en compte les autres composantes, donc en particulier la matière baryonique. Donc quand on dit un plasma, c'est un plasma électromagnétique. Oui, c'est ça. Oui, c'est électromagnétique et on rajoute des baryons. Oui. Voilà, donc c'est ça. Oui, tout ça, c'est chargé de toute façon. C'est absolument chargé, oui. Ça ne devient neutre justement qu'après ce qu'on appelle la récombinaison, donc lorsque l'univers est suffisamment froid pour qu'on puisse former les premiers atomes. Les fluctuations initiales, le pic, oui. D'où elles viennent? C'est les fluctuations antérieures? Oui. C'est les fluctuations quantiques de l'inflation, oui, tout à fait. Tout à fait, liées à la fin de l'inflation. Non, là, ensuite, c'est vraiment de plus en plus hypothétique. Mais oui. Ceci dit, quand même, l'inflation et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la même chose. Ça intéresse beaucoup de personnes, effectivement, cette coïncidence, que ce n'est pas la première fois qu'on a une phase d'expansion accélérée dans l'histoire de l'univers. Et il y a des théories qui cherchent justement à voir si l'accélération que l'on vit aujourd'hui n'est pas une autre nouvelle phase inflationnaire. Voilà, il y a des recherches dans ce sens, des recherches théoriques dans ce sens. C'est une phase inflationnaire qui, en principe, serait la même, a évidemment une vitesse infiniment plus faible. Voilà, donc mais il y a peut-être un mécanisme commun. Voilà. Si lambda est fluctuant, ça va changer beaucoup de choses. Oui. Très bien. Eh bien, on remercie encore Nathalie.